Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi, le 24 mars 2022. On commence tout de suite avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste à la cérémonie de mise à l'honneur de la femme égyptienne et de la mère exemplaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi et la première dame Intisar el-Sisi ont assisté hier à la cérémonie de mise à l'honneur de la femme égyptienne et de la mère exemplaire. À cette occasion, le président el-Sisi a honoré de nombreuses femmes égyptiennes servant de modèle aux autres en reconnaissance à leurs efforts nationaux et au service des femmes égyptiennes. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi et la première dame Intisar el-Sisi ont assisté hier à la cérémonie de mise à l'honneur de la femme égyptienne et de la mère idéale. À cette occasion, le président el-Sisi a affirmé que la femme est une partie intégrante et une cause principale du succès que l'on connaît à présent. Et elle était un des moteurs actifs au cours des 10 dernières années. Le chef de l'État a loué le rôle important que joue la femme égyptienne dans le succès du programme des réformes économiques, mettant l'accent sur le respect qu'il confère à l'égard de la femme égyptienne qui travaille dur dans tous les domaines. Le président el-Sisi a enjoint le gouvernement d'adopter des mesures réformatrices susceptibles d'améliorer le statut de la femme et de lui garantir davantage d'autonomisation et d'accès aux postes clés, ainsi que plus de protection, et ce, en reconnaissance au grand rôle de la femme dans la société. Il a également enjoint d'adopter des législations et des mesures strictes pour faire face à toutes les formes de harcèlement et de violence faites aux femmes, pour ainsi la protéger contre les abus physiques au sein de la famille et ainsi préserver sa dignité. Le chef de l'État a également honoré hier de nombreuses femmes égyptiennes servant de modèle aux autres en reconnaissance à leurs efforts nationaux au service des femmes égyptiennes. Profitant de cette occasion, le président de la République a affirmé que toutes les denrées essentielles sont disponibles sur les marchés, indiquant que le monde connaît à présent un grand problème au niveau de la disponibilité du blé, notant également que le monde connaît une crise qui a des répercussions économiques sur les cours du pétrole. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Alors, hier, le président a mis à l'honneur la femme égyptienne, la mère exemplaire également, et il a honoré plusieurs dames d'Égypte pour être un exemple à suivre. Comment voyez-vous ces actes et le rôle de la femme égyptienne dans cette renaissance de l'État égyptien? C'est-à-dire, dans tout le monde industrialisé et moderne, les femmes sont égales aux hommes, sur le plan obligation, sur le plan droit, sur le plan tout. Oui. Et l'Égypte ne manquerait jamais à suivre. Donc, le président a donné et donne jusqu'à présent une importance extrême à la femme égyptienne, qui représente 50% de la population, de la communauté, et joue un rôle très important, non seulement pour l'élevage des enfants, etc., mais dans le travail, etc. Et on voit que ça commence, nous voyons beaucoup de dames et de femmes qui sont dans des positions assez hautes, des ministres, etc., etc. Donc la femme est partout en Égypte maintenant, et les forums, un après l'autre, ils visent toujours vers l'importance de la femme dans la société, dans le pays, etc. Hier, il a commémoré, il a honoré des femmes, les mères exemplaires, mais encore beaucoup d'autres femmes qui ont montré une excellence dans des différents domaines. Oui. D'ailleurs, sur tous les plans, commercial, financier, juridique, c'est-à-dire toutes les femmes qui ont et qui jouent déjà des rôles importants, que ce soit association, ou ce soit même travail privé ou public, il les a honorés
Oui. Et il pense toujours à l'importance des femmes et au rôle qu'ils doivent jouer pour le développement du pays. Parfait, Dr Avouga Farontona, vous remercie de vos explications. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, nous poursuivons notre sélection d'aujourd'hui. Un attentat à la voiture piégée a tué mercredi un haut responsable militaire yéménite et 3 de ses proches dans la ville portuaire d'Aden, dans le sud du pays. Le général de brigade revenait d'une visite privée lorsque sa voiture a été touchée par l'explosion dans une banlieue de la ville. Il n'y a pas eu de revendication immédiate de responsabilité. La victime était un ennemi de longue date de la milice Houthi au Yémen. Il dirigeait les combats contre les Houthis dans leur bastion au nord de Sada. Il a participé aux opérations qui ont abouti à l'expulsion des Houthis de la région sud de l'Arj en 2015. Déjà minée par les divisions entre institutions concurrentes dans l'Est et l'Ouest, la Libye se retrouve depuis début mars avec 2 gouvernements rivaux comme elle l'a été entre 2014 et 2021. Un gouvernement présenté par l'ancien ministre de l'Intérieur, Fathi Bashagha, approuvé par le Parlement siégeant dans l'Est, est en effet en concurrence avec le cabinet en place à Tripoli, issu des accords politiques parrainés par l'ONU et dirigé par Abdelhamid Dbeiba, qui refuse de céder le pouvoir, sinon à un exécutif issu d'élections. M. Bashagha a formé son gouvernement après avoir noué une alliance avec Khalifa Haftar, principal allié de Moscou en Libye, où il est soutenu militairement par des mercenaires de la compagnie privée Wagner liée au Kremlin. Le 10 mars, des groupes armés favorables à M. Bashagha avaient pris position aux portes de Tripoli pour le soutenir face à l'exécutif en place, faisant craindre une reprise des hostilités et l'effondrement d'un cessez-le-feu qui tient bon en mal depuis octobre 2020. L'émissaire du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stephanie Williams, et l'ambassadeur des États-Unis, Richard Norland, ont dû déployer une intense activité diplomatique pour éteindre la mèche après la mobilisation des groupes armés pro-Bashagha et s'efforcent depuis de favoriser une sortie de crise négociée. Et le 48e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, s'est ouvert mardi dans la capitale pakistanaise Islamabad en présence du chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry. Plusieurs sujets liés à la sécurité, l'islamophobie, la santé, l'économie et le développement sont à l'ordre du jour. Le thème de cette édition, construire des partenariats pour l'unité, la justice et le développement, reflète, selon le secrétaire général de l'OCI, Hussein Brahim Taha, les aspirations des populations. Après avoir souhaité la bienvenue aux différentes délégations, le Premier ministre pakistanais Imran Khan a insisté sur le phénomène de l'islamophobie qui ne cesse de croître dans le monde. M. Taha fait savoir que les défis sont nombreux et multiformes. Les États membres de l'OCI doivent faire face à toutes les tendances de l'islamophobie et la lutte contre le terrorisme est une priorité absolue pour les pays de l'OCI, a-t-il souligné. Pour le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Shah Mahmoud Qureshi, les pays membres de l'OCI doivent conjuguer leurs efforts pour mettre en surpied un ensemble de programmes pour lutter contre le terrorisme, l'islamophobie et consacrer des ressources pour renforcer la sécurité au sein de l'espace OCI. En outre, le 48e Conseil des ministres des Affaires étrangères a examiné durant les 2 jours, 22 et 23 mars, la question de la reprise des activités économiques dans les États de l'OCI, fragilisés par la pandémie de Covid-19, les moyens de renforcer le rôle de l'OCI pour aider les pays du lac Tchad à relever les défis de sécurité et de développement et la crise palestinienne.
Et à l'occasion de la fête du 20 mars, le président tunisien Kais Saïd a réservé un discours quelque peu surprenant à ses concitoyens alors que son projet de consultation nationale s'est soldé par un échec. Toute la journée, les Tunisiens ont attendu que le président de la République évoque les pères fondateurs de leur pays en un hommage fédérateur. Tout s'est déroulé comme si le gouvernement accaparé par la préparation de décrets examinés lors d'un conseil ministériel convoqué au pied levé en cette fin de journée du 20 mars avait occulté la fête de l'indépendance. Certaines rumeurs faisaient état d'un président très affecté après la dégradation de ACCC de la note souveraine de la Tunisie par Fitch Ratings le 18 mars. Avant le Conseil des ministres, le président tunisien a choisi de valoriser les trois décrets en question, dont ceux de la réconciliation nationale et de la création d'entreprises citoyennes, des projets qu'il a déjà abondamment présentés et dont les Tunisiens attendent de voir l'application. Et nous passons en Jordanie où les bureaux de vote ont fermé mardi pour les élections des conseils municipaux et de gouvernorat. Ces dernières ont enregistré un taux de participation modeste de moins de 30%. 1 356 000 personnes ont voté à 19h heure locale sur plus de 4 millions d'électeurs éligibles, indique la commission électorale indépendante. Elle précise que le taux de participation sur l'ensemble du pays a atteint 29,64%. La capitale de la Jordanie, Amman, 4,5 millions d'habitants, a enregistré le taux de participation le plus faible, avec environ 15%. Au total, 4 644 candidats, dont plus de 800 femmes, se sont inscrits pour élire les maires et les conseils locaux de 2022. Et les pourparlers sur la nouvelle constitution syrienne parrainée par l'ONU reprennent cette semaine à Genève avec un espoir de progrès. C'est ce qu'a indiqué l'émissaire des Nations Unies. Le 6e round de pourparlers en octobre qui a réuni le comité constitutionnel rassemblant des représentants du gouvernement de Damas, de l'opposition et de la société civile s'est achevé sans avoir accompli de progrès. Mais l'émissaire de l'ONU, Geir Pedersen, a déclaré que les deux coprésidents du gouvernement et de l'opposition s'étaient mis d'accord sur une procédure améliorée afin de trouver un terrain d'entente lors du dernier jour des discussions vendredi. Le comité constitutionnel syrien a été créé en septembre 2019 et s'est réuni un mois plus tard. Les négociations visent à réécrire la constitution de la Syrie en vue d'un règlement politique à la guerre. Le 7e round sera centré sur 4 thèmes: les fondements de la gouvernance, l'identité de l'État, les symboles de l'État, la structure et les fonctions des autorités publiques. Les 4 thèmes devant être discutés ont été choisis au cours de ces conversations suivies d'entretiens avec les représentants de la société civile. La diplomate a salué de bonnes réunions, espérant qu'elles rendront possible des progrès cette semaine. Plusieurs cycles de pourparlers parrainés par l'ONU n'ont pas réussi à endiguer les violences en Syrie qui ont fait environ 500 000 morts et déplacé des millions de personnes depuis le déclenchement du conflit en 2011. Et le cabinet saoudien a insisté mardi sur le rôle essentiel de l'accord de l'OPEP+, dans l'équilibre et la stabilité des marchés pétroliers. Le cabinet a également appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités dans le maintien de l'approvisionnement en énergie et à prendre conscience du danger que représente l'approvisionnement par l'Iran des Houthis au Yémen en missiles balistiques et en drones.
Le gouvernement estime que les attaques agressives menées par les Houthis contre les biens civils et les installations économiques vitales du royaume constituent une escalade dangereuse. Le cabinet a souligné, comme l'avait déjà mentionné le ministère saoudien des Affaires étrangères, que le royaume ne sera pas responsable de toute pénurie d'approvisionnement en pétrole sur les marchés mondiaux résultant de ces attaques. Et les banques libanaises ont déclaré lundi une grève de 2 jours pour protester contre les décisions judiciaires prises à l'encontre de certaines banques. Les établissements financiers ont qualifié ces décisions d'arbitraires, notant que certaines actions en justice intentées par les déposants sont liées à leur demande de récupération des fonds en dollars américains retenus par les banques depuis plus de 2 ans. Cette grève place les banques sur une trajectoire de collision avec le pouvoir judiciaire. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre sélection d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.